Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. De nombreux chefs d'État et de gouvernement sont réunis depuis ce vendredi à Malabo en Guinée équatoriale pour 2 sommets extraordinaires de l'Union africaine. Au menu, crise humanitaire, terrorisme et changement inconstitutionnel de gouvernement. Au Sénégal, après la mort de 11 bébés dans un hôpital de Tivaouane, à l'ouest du pays, des sanctions tombent. La première, le limogeage du ministre de la Santé par le président Macky Sall. Ici aux États-Unis, la NRA, le puissant lobby pro-armes américain, organise aujourd'hui son assemblée annuelle au Texas en pleine polémique et alors qu'un autre phénomène moins visible inquiète, celui du nombre de décès quotidiens par arme à feu chez les enfants de 14 ans et moins. Reportage dans ce journal. Et puis nous irons à la rencontre de Francis Kéré. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit du premier Africain à remporter le prestigieux prix d'architecture Pritzker. Plus d'une quinzaine de chefs d'État africains ont effectué le déplacement à Malabo ce vendredi. Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, pour prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la situation humanitaire en Afrique. Le point sur place avec Samuel Obiang. Le sommet se tient en parallèle à la conférence des donateurs, l'objectif étant de mobiliser des fonds pour venir en aide à environ 115 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire en Afrique. Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a dû écouter son séjour à Malabo en raison du drame des 11 bébés morts dans l'incendie d'un hôpital dans son pays. Toutefois, le chef de l'État sénégalais a annoncé que son pays donnerait 3 millions de dollars pour les actions humanitaires en Afrique. Ayant à l'esprit les demandes répétées de l'Union africaine, je lance un appel solennel pour la levée des sanctions étrangères imposées depuis des années à nos frères et sœurs du Zimbabwe. En ces temps de crise profonde, ces sanctions empirent davantage les conditions de vie du peuple zimbabwéen. Devant partir immédiatement, je voudrais par anticipation simplement annoncer une contribution modeste du Sénégal pour 3 millions de dollars pour l'action humanitaire en Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la situation humanitaire précède la tenue demain samedi du sommet extraordinaire sur le terrorisme et le changement anticonstitutionnel de gouvernement en Afrique, un continent où l'insécurité touche plusieurs régions et où 13 millions de personnes souffrent de la faim à cause du changement climatique et des catastrophes naturelles. Samuel Obiambana pour VOA Afrique, Malabo. Autre lieu, autre sommet à l'ouverture de celui de Bamako, consacré cette année aux questions de paix et de développement ainsi qu'au rôle de la femme. L'imam Mahmoud Diko a pris la parole pour fustiger l'attitude des autorités maliennes et de la communauté internationale qui, dit-il, empêche le pays de sortir de la crise. Notre correspondant Mohamed Danyoko nous en dit davantage. C'est dans cette salle, juste derrière moi, qu'hier, l'imam Mahmoud Diko a pris la parole à l'ouverture du forum de Bamako. Une prise de parole qui n'est pas passée inaperçue, puisque dans sa prise de parole, il a accusé les autorités de la transition d'arrogance et la communauté internationale, n'est-ce pas, d'être orgueilleuse. Deux attitudes qui, selon l'imam, ne permettent pas de sortir de la crise qui frappe le Mali, n'est-ce pas, depuis le 9 janvier, suite aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA.
mois. En tout cas, ce qu'on peut noter, les personnalités que nous avons tenté de faire réagir par rapport à cette sortie ont décidé de faire profil bas, car beaucoup estiment aujourd'hui qu'il faut plutôt une union sacrée autour du Mali et qu'il ne faudrait pas polémiquer. Du côté des autorités, aucune réaction n'a été notée pour le moment. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudièche à Kinshasa. En RDC, justement, au moins 17 cadavres ont été découverts jeudi à Nitouri. Selon Dieudonné Malangaï, membre de la société civile locale, les 17 corps en décomposition, dont certains décapités, ont été trouvés par des militaires en patrouille en territoire d'Irumo. Jusque-là, ce sont 17 têtes, certaines retrouvées dans une pirogue et d'autres dans la brousse, juste à côté de la rivière. C'est difficile d'identifier les victimes en raison de l'état des corps. Mais ça doit être des civils pris en otage et qui ont été tués par les rebelles ADF, a-t-il supposé, ajoutant qu'il faudra une expertise et des services spécialisés pour bien comprendre les circonstances de leur mort. Au Sénégal, le président Macky Sall a limogé jeudi son ministre de la Santé alors que son pays est en deuil après la mort de 11 nouveau-nés dans l'incendie d'un hôpital imputé donc à un court-circuit électrique. Davantage avec Rosine Mounezero. La tragédie survenue mercredi dans la ville de Tivaouane, dans l'ouest du pays, n'est que la dernière d'une série de décès dans des hôpitaux, ce qui met en évidence les faiblesses du système de santé du pays. Le ministre de la Santé du Sénégal, Abdoulaye Diouf Sarr, qui depuis a été limogé par le président, a déclaré partager la douleur des familles. À l'état actuel de la situation, j'aimerais effectivement partager la douleur avec les familles, parce qu'il faut absolument le dire, c'est extrêmement douloureux. C'est pourquoi d'ailleurs le chef de l'État a décidé de 3 jours de deuil national. Partager aussi la douleur avec le Khalife général de Tidiane et tout Tivaouane, mais partager la douleur avec le peuple sénégalais. Aujourd'hui, il faut noter que nous attendons le rapport d'expertise technique de la Sénélec. Le ministre sortant de la Santé a déclaré qu'une enquête était en cours. Le maire de la ville, Demba Diop, a déclaré que l'incendie avait été provoqué par un court-circuit et s'était propagé très rapidement. Il a démenti les allégations des proches à l'hôpital et sur les médias sociaux selon lesquels les bébés avaient été laissés seuls, affirmant qu'une sage-femme et une infirmière étaient présentes mercredi soir. La tragédie de Tivaouane survient après plusieurs autres incidents de santé publique au Sénégal, un pays où persiste une grande disparité entre les zones urbaines et rurales en matière de services de santé. Ici aux États-Unis, la NRA, le tout-puissant lobby pro-armes, organise aujourd'hui son assemblée annuelle au Texas en pleine polémique, 3 jours seulement après l'effroyable fusillade dans une école de cet État américain. Ces assises se tiennent à quelques heures de route de l'école primaire d'Uvalde, où un adolescent de 18 ans a tué 19 enfants et 2 enseignants mardi dernier. Invité de marque de cette assemblée, l'ancien président Donald Trump, qui a laissé entendre que les États-Unis ont besoin de vraies solutions et de vrai leadership en cette période. Pas de politiciens et de considérations partisanes. La réunion du lobby pro-armes se déroule au moment où la police est sous les feux de critiques dont soupçonnée d'avoir mis trop de temps à intervenir dans l'école d'Uvalde. Le président Joe Biden et son épouse Jill sont attendus dimanche dans cette ville. La question des armes, un sujet partisan ici aux États-Unis, et si les fusillades de masse, comme celle qui a eu lieu à Uvalde, au Texas, continuent de choquer les gens,
à travers le monde. Ce qui est moins visible toutefois, c'est le nombre de décès quotidiens par arme à feu chez les enfants de 14 ans et moins. Selon des chercheurs, les armes à feu sont la première cause de décès chez les enfants américains. Véronica Balderas Iglesias de la VOA nous en dit plus. Son reportage est relaté par Jacques Aristide. Mon petit-fils a reçu 2 balles. Il a reçu une balle dans la poitrine de très près et une autre dans la tête, comme une exécution. Malachi Jackson, abattu à Washington DC le mois dernier, n'avait que 15 ans. D'après sa grand-mère, un suspect a été arrêté et une enquête criminelle est en cours. Cela a commencé par une dispute entre 2 enfants. À Washington DC, ces enfants ont des armes comme ils ont des glaces. Ça ne devrait pas être si facile pour un enfant d'avoir une arme. Malachi Jackson figure parmi les 500 adolescents tués cette année par des armes à feu, selon la Gun Violence Archive. Il s'agit de cas d'homicide, mais aussi accidentels. Les adolescents de 12 ans et plus, de 10 ans et plus, de 11 ans et plus peuvent être victimes de gangs ou toutes sortes de choses. Les enfants de moins de 10 ans, lorsqu'ils meurent par arme à feu, ils ont trouvé l'arme de leur père qui n'est pas correctement rangée. Ils jouent avec ces armes et ils ne savent pas comment les manipuler. Les fusillades survenues ce mois-ci à Uvalde au Texas et à Buffalo dans l'État de New York ont choqué la planète entière. Mais pour des chercheurs américains, c'est une véritable épidémie. Le nombre de jeunes tués par balle a augmenté de près de 30% en 2020. Ce type de violence tue plus d'enfants que les accidents de la route, les overdoses de drogue et même le cancer. Parfois, c'est l'accessibilité à des armes à feu qui ne sont pas les leurs. Et parfois, c'est l'intimidation qui se produit à l'école. Près de 60% de tous les décès par arme à feu sont en fait des suicides et la plupart d'entre eux se produisent dans les zones rurales. Le trouble de l'anxiété est le diagnostic le plus courant, en particulier lorsqu'il y a une consommation de substances psychoactives. Nous trouvons des comportements d'autodestruction et de destruction des autres à un niveau que nous n'avons jamais vu. La grand-mère de Malachi Jackson et d'autres familles de victimes appellent les élus à garantir que les enfants n'aient pas accès aux armes à feu. Il y a des morts dans nos rues tous les jours, 2 ou 3 enfants par jour. Nous sommes indignés, nous sommes tristes, nous sommes confus. Nous avons besoin de lois plus strictes. La NRA, la National Rifle Association, qui réclame depuis des années un assouplissement des lois sur les armes à feu, n'a pas répondu à notre demande d'interview. D'ailleurs, la convention annuelle de la NRA débute ce vendredi à Houston, au Texas. C'est seulement quelques jours après qu'un jeune, armé d'un fusil d'assaut, a massacré 19 enfants et 2 enseignants à l'école primaire d'Uvalde, au Texas. Également dans l'actualité ce soir, la Chine s'est estimée calomniée ce vendredi dont parle le discours du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a jugé que Pékin posait le risque le plus sérieux de remise en cause de l'ordre international. Le but de ce discours était d'endiguer et de bloquer le développement de la Chine et de maintenir l'hégémonie et la puissance américaine, a estimé un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Dans un discours très attendu sur la Chine, le secrétaire d'État américain a estimé jeudi que Washington était engagé dans une vigoureuse compétition avec Pékin dans le but de préserver l'ordre mondial, mais a démenti toute volonté d'entrer dans une nouvelle guerre froide. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment d'architecture et d'éléphants.
Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Bozali Kolanda, Saona Lingala, na la voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Chez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adressera lundi aux dirigeants des 27 pays membres de l'Union européenne réunis en sommet à Bruxelles, alors que le projet d'embargo de l'UE sur le pétrole russe est toujours bloqué par la Hongrie. Par ailleurs, près de 3 millions de réfugiés ukrainiens ont quitté les pays frontaliers de l'Ukraine, où ils avaient afflué après l'invasion russe pour se déplacer vers d'autres pays européens non voisins, a indiqué vendredi le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU. Les femmes et les enfants représentent 94% des personnes enregistrées. La suite de notre série sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le continent africain nous conduit ce soir au Burundi. En 2020, l'économie du Burundi se classait au 175e rang mondial pour le total des exportations et au 178e rang pour le total des importations. Comment la crise en Ukraine affecte-t-elle l'économie burundaise? Suivons les éclairages du professeur Jean Prosper, consultant économique. La guerre en Ukraine a eu beaucoup de conséquences sur les produits au Burundi, notamment le carburant. Les autres pays de la région importent également des marchandises de la Russie et de l'Ukraine. Le carburant lui-même a un impact sur les prix des autres produits. Je citerai les produits sur les marchés locaux ou extérieurs. Ceux qui parviennent à se procurer le carburant l'achètent à un prix très élevé et même si les prix ne sont pas revus à la hausse, certains spéculent et fixent leur propre prix dans le transport des biens et des personnes. C'est un problème majeur auquel nous sommes confrontés. Les conséquences sur l'économie du pays, surtout lorsque nous manquons des produits essentiels comme le carburant, le progrès économique s'enlise. Je vous dirai par exemple que les employés n'arrivent pas à l'heure sur leur lieu de travail parce qu'ils vont chercher du carburant et que le pays lui-même ne peut pas mettre en œuvre la plupart de ses projets. Certains plans de développement vont être touchés. Le Burundi dépend des aides et si la situation ne change pas, les décisions prises par les différents partenaires auront un effet sur l'économie du pays, une économie déjà faible. Vous savez, quand une telle crise arrive au pays, ils s'organisent normalement en fonction de leur puissance économique ou des aides qu'ils reçoivent. Dans une telle situation, les décisions urgentes sont difficiles à prendre. Je vous dirais qu'aucune mesure n'a été prise jusqu'à présent, mais ils y réfléchissent, je suppose, même s'il y a certaines informations que nous n'avons pas. La première décision devrait être de faire de son mieux pour trouver du carburant. Le gouvernement, en collaboration avec les importateurs de carburant.
Je vais vous donner une image d'un triangle. Le Burundi entretient des relations avec des pays qui soutiennent l'Ukraine, mais aussi avec la Russie. Et le Burundi exporte comme il importe. Premièrement, les relations peuvent être affectées en fonction de la position du Burundi. Cela peut influencer les relations et l'aide ou les plans de développement soutenus par les pays qui s'opposent à la Russie. Cela pourrait être gênant pour le Burundi. Si le contraire se produisait, la Russie ferait de même. L'autre exemple, vous savez que nous exportons du café et du thé. La guerre a eu un impact sur les marchés internationaux parce que l'argent utilisé par les acheteurs est utilisé dans cette guerre. Cela a beaucoup de conséquences sur le plan de l'éducation, par exemple. Francis Kéré est le premier Africain à remporter le prestigieux prix d'architecture Pritzker. La citation de ce prix international reconnaît que ces bâtiments pour et avec les communautés sont directement issus de ces communautés dans leur réalisation, leurs matériaux, leurs programmes et leur caractère unique. Kéré vient de recevoir la plus haute distinction de l'architecture à Londres. Avant cette cérémonie, il s'était entretenu avec Genia Dulot. Le récit est de Rosine Mounezero. En 2019, Francis Kéré a rencontré la VOA au Festival de musique et d'art de la vallée de Coachella, où il a montré son Sarbaleke, ou maison de la fête. La structure de 12 tours colorées en acier et en bois a été inspirée par le baobab et sa place dans la culture ouest-africaine comme point de rassemblement communautaire et source de nourriture et de médicaments. L'extérieur est coloré, mais l'intérieur introverti et c'est comme chaleureux et vous ressourçant, vous donnant de l'énergie dont vous avez besoin pour aller faire la fête. En parlant aujourd'hui du chemin qu'il a mené à la plus haute distinction de l'architecture, Kéré fait référence à ses premières inspirations en matière d'architecture lorsqu'il était élève à l'école primaire au Burkina Faso, alors qu'il était assis dans une salle de classe sombre avec beaucoup de lumière du soleil à l'extérieur. Je voulais faire en sorte que les choses soient un jour meilleures en créant des logements qui sont vraiment bons, qui apportent du confort et en termes de substances qui ont une longévité. Voilà ce que je voulais faire. Mais aussi créer quelque chose qui soit une source d'inspiration. Oui, c'est ce que je voulais faire quand je suis devenu adulte. Et nous y voilà, je suis architecte. Après une formation en Allemagne, Kéré a fait l'école du village de Gando, son premier projet. Depuis plus de 20 ans, ces écoles, ces établissements de santé, ces logements professionnels, ces bâtiments municipaux et les espaces publics ont ce que le jury du prix appelle la présence sans prétention et la sécurité. Un impact façonné par la grâce. Nous vivons une époque où les formes changent incroyablement à tous les points de vue. Alors comment l'architecture peut encore travailler non seulement pour produire des bâtiments, mais pour aider et soutenir ce genre de situation? Quel est le rôle de l'architecte? Et le rôle de l'architecte, d'une certaine manière, est de fournir des services à l'humanité. C'est ce que Francis Kéré incarne si parfaitement. L'accent mis par Kéré sur les matériaux de construction locaux, tels que l'argile et la roche au Burkina Faso ou du bois pour ce centre artistique dans l'État américain du Montana, fait avancer l'idée simple que tout le monde a le droit au confort. Disons que j'essaie de créer un immense auvent pour protéger les murs fragiles contre le soleil, contre la pluie, mais aussi pour créer un endroit qui offre de l'ombre aux enfants pendant la journée. Et c'est très simple. En même temps, on ajoute un élément de ventilation, on ouvre des idées pour vraiment créer une sorte de système de refroidissement passif à l'intérieur des bâtiments. Kéré dit que le prix Pritzker est comme une confirmation qu'il a fait la bonne chose en essayant de créer des espaces confortables pour les gens qui ne peuvent pas se permettre le luxe sans utiliser beaucoup d'énergie. Félicitations à Francis Kéré. Allons au Zimbabwe. Le pays compte un quart des éléphants africains et c'est l'un des rares pays au monde où la population des pachydermes est en hausse. Le pays vient d'organiser un sommet pour tenter de trouver des alliés
afin d'obtenir la légalisation du commerce international d'ivoire, interdit depuis plus de 30 ans. Claire Morin-Gibault. Le Zimbabwe a invité 15 pays à cette conférence dans sa plus grande réserve à Angoué dans l'ouest, à la frontière avec le Botswana. Cette réserve est un exemple de réussite en matière de protection des éléphants. Le parc naturel est grand comme la moitié de la Belgique, mais les pachydermes, ayant besoin de vastes étendues pour se nourrir, y sont trop nombreux. Cette surpopulation entraîne des incidents de plus en plus fréquents. 60 personnes ont déjà été tuées par des éléphants depuis le début de l'année, car les éléphants se sont mis à errer hors des réserves. Ces communautés partagent leur espace de vie avec la faune sauvage, parfois des animaux sauvages dangereux tels que les lions, les éléphants, et ils contribuent parfois activement à la conservation de ces animaux. Ainsi, si des décisions doivent être prises concernant l'avenir de ces éléphants, le commerce, il est important que la voix de la communauté soit entendue et que les communautés participent activement à ce processus. Le Zimbabwe compte environ 100 000 éléphants, près du double de la capacité de ces parcs, selon les défenseurs de l'environnement. Et certains pays se plaignent des coûts pour sécuriser d'énormes stocks d'ivoire, acquis légalement, arguant que leur vente pourrait financer la conservation ou l'envoi de pachydermes dans des pays où ils sont en déclin. Les ventes internationales d'ivoire sont interdites depuis 1989 par la Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction, ou CITES. Malheureusement, lorsque nous nous rendons à la CITES, comme la dernière COP, nous n'avons pas été autorisés à y participer. Si vous comparez, les organisations internationales sont autorisées à participer, leurs opinions sont prises en compte, mais qu'ont-elles à voir avec les animaux ? Nous sommes censés être le personnage clé. Le personnage clé, ce sont les communautés et nous n'avons cessé d'insister sur cet agenda. La semaine dernière, le Zimbabwe a demandé le soutien des pays européens pour la vente de son stock d'une valeur de 600 millions de dollars. Il y a 3 ans, avec le Botswana et la Namibie, le pays, plongé dans une grave crise économique, avait déjà réclamé un droit de commerce, mais cette demande avait été rejetée par la CITES à Genève. Quand on regarde comment est la CITES en ce moment, les gens qui sont les plus touchés par la faune sauvage ne sont pas à la table des négociations. C'est incroyable que même les gouvernements se battent pour être à la table des négociations parce que malheureusement, ce sont surtout les ONG occidentales qui dictent la direction que doit prendre la CITES alors que c'est un vrai problème. Les ONG de défense des animaux l'affirment, le commerce encourage automatiquement le braconnage. Elles redoutent que cette conférence envoie un signal dangereux aux braconniers et organisations criminelles. C'est avec ces images d'éléphants qu'on met un terme à ce journal. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée et un bon week-end. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.